Bonjour à tous, on a vu dans l'épisode précédent comment le parasite impérialiste apatride dénommé hypocritement Union Européenne, alors que c'est une union de parasites apatrides qui prétendent gouverner les peuples en Europe, a tissé sa toile entre 1970 et 2008 pour nous voler les 7 leviers de la souveraineté de l'État, à savoir les leviers économiques et monétaires, de défense, sociale, culturelle, démocratique, juridique et politique, et au final notre indépendance. Et après, on s'étonne que ça ne va pas. Je rappelle que je ne parle pas des 7 leviers comme ça dans le vide parce que j'en aurais envie, mais parce que ces 7 leviers de souveraineté sont la résultante de l'analyse carrée de ce qu'est une nation et de ce que sont en conséquence les missions d'un gouvernement que j'ai décrites dans la vidéo sur les polyptychiens et comme vous pouvez le voir dans le tableau issu de la vidéo sur la nation que je ne redéveloppe pas ici, c'est capital car c'est le seul instrument pour pouvoir réfléchir efficacement et comprendre les rouages et la mécanique sociétale de A à Z, et c'est dans cette vidéo sur la nation et nulle part ailleurs. Alors on va voir maintenant comment on se fait mettre en esclavage, plus particulièrement dans le domaine économique et financier, et de manière accélérée depuis 2008, ce qui est le prémisse et la prémisse aux catastrophes qui vont suivre. Parce que inutile de vous faire un dessin, sans contrôle sur nos finances, à cause du système d'argent-dette qui conduit la finance apatride à piquer tout le gâteau, puis à nous laisser des miettes budgétaires avec la complicité de toute la classe politique et de la haute fonction publique, on a forcément pas d'argent pour l'hôpital, pas d'argent pour l'école, pas d'argent pour la police, pas d'argent pour l'armée, pas d'argent pour la justice, pas d'argent pour les collectivités territoriales, pas d'argent pour l'industrie, pas d'argent pour l'agriculture ou pour les services, et tout ça parce que pas d'argent pour les consommateurs, et donc pas de production nationale, on importe, on délocalise, on perd des emplois, et en plus, avec ces ultralibéraux et leur politique ultralibertarée, on nique en prime pour les profits des maîtres de la finance apatride, les salaires, les retraites, le chômage, alors qu'on cotise déjà beaucoup, et on nous impose un serrage de ceinture, jusqu'à vivre comme des misérables. On voudrait nous faire crever qu'on s'y prendrait pas autrement. Au final, tous les pseudo-débats dans les pseudo-médias ou dans la pseudo-sphère politique de mes deux ne sont que de la brume, du vent, du flanc, de l'écume, enfin vous avez saisi l'idée générale, parce que rien ne peut changer dans notre pauvre France meurtrie si on ne s'attaque pas au problème de l'argent. C'est pourquoi, avant d'en arriver, pour finir cette saison bien longue, aux dernières marches et magouilles des impérialistes apatrides qui prétendent contrôler l'espace européen au moyen du cheval de Troie, qui est cette pauvre construction européenne parasitaire, on verra en suivant la partie 2, En route vers le fédéralisme, 2008-2020, et la partie 3, Ordo ab Chaos. Alors il faut comprendre d'abord comment ceux qui sont les serviteurs de l'État et qui devraient servir l'État et non pas se servir et le détruire, sont devenus les serviteurs de l'adepte, prompts à parler de service de la dette ou de dette souveraine. Eh bien non, allez leur dire que c'est le peuple qui est souverain et pas la dette. L'argent n'est pas la richesse, ce n'est qu'un signe, et le signe doit aller d'après la chose, c'est tout. Quand on a un cerveau, ce qui apparemment n'est pas le cas de tout le monde, et spécialement de tous ces crétins à cravate, on comprend une chose toute bête, si on veut une économie qui fonctionne correctement, et oika nomos, économie en grec, ça veut dire bonne réglementation des affaires communes. C'est simple, pour que ça marche, il faut 4 conditions, et 4 conditions seulement, qui soient réunies. L'État, doit soutenir la production nationale, le marché national. Aujourd'hui, c'est interdit au nom de la politique de la concurrence de l'Union des parasites européens. 2. L'État doit émettre la monnaie lui-même par sa banque centrale. Eh bien, aujourd'hui, c'est interdit au nom de la politique monétaire de l'Union des parasites européens. 3. L'État doit émettre de la monnaie, et c'est totalement capital, en quantité suffisante et donc équivalente aux richesses produites, ni plus ni moins. Bien là, c'est pas le cas. L'argent ne vient que par le crédit et donc la masse monétaire jamais n'est en rapport avec la masse de richesses produites qui en plus se réduit comme peau de chagrin avec les entreprises délocalisées et le règne du profit des profiteurs. Ne pensez pas une seconde que les pseudo-plans de relance européens soient à destination des peuples européens, enfin en Europe.
Il faut enfin, si on veut, en numéro 4, que tout ça coulisse, distribuer efficacement cet argent dans les mains de ceux qui doivent, au nom de leur titre d'héritier du bien commun, les citoyens, pouvoir tirer sur la production. Le titre d'accès à la production, c'est l'argent. Et pourquoi? Afin de pouvoir satisfaire leurs besoins fondamentaux. Point à la ligne. Vous voyez la perversité. On nous dit la participation à la production, c'est le moyen d'avoir accès au pognon qui permet d'acheter des biens issus de la production, et l'État joue contre la production nationale, et donc contre l'emploi. Comment on a de l'argent dans ces cas-là? On n'en a pas. Ce sont les parasites actionnaires, ces fainéants qui font travailler leur argent même en dormant, plutôt que travailler eux-mêmes, qui font du pognon magique, de l'argent qui fait des petits. Merci les plans de relance européens. Au moins les actionnaires touchent leurs dividendes. Et oui, comme je vais l'expliquer, ce sont les banques qui touchent le pognon des plans de relance. Et qu'est-ce qu'elles font du pognon, les banques? Eh bien, au mieux, elles vous font des crédits qui vous endettent. Et au pire, et c'est plus souvent le cas, elles rachètent leurs propres actions, comme on va voir, et on parle d'aide sociale alors que vous êtes héritier du bien commun, actionnaire des services, biens et domaines publics. Et en plus, ces aides accordées, comme par bonté magnanime, envers des parasites paresseux, on les rabote. Le message, c'est clair, vous êtes des merdes, on est des seigneurs. C'est l'unique message des ambitieux qui mènent une politique dégueulasse qui nie la valeur des êtres humains. Alors ce qu'il faudrait, si on voulait un petit peu plus de justice dans ce bas monde, c'est à la fois du pognon gagné par la participation à la production, et puis soutenu par l'État, cette production s'il vous plaît, et en même temps du pognon non issu de la participation à la production, mais non plus conçu comme une aide sociale pour miséreux. Et ça, c'est possible et c'est indispensable, et ce n'est possible que en faisant des citoyens, qui sont les consommateurs, des consommateurs responsables, capables de tirer sur la production, et une production saine et durable. Mais ce n'est possible qu'en les reconnaissant citoyens, héritiers du bien commun, et qu'ils touchent à ce titre des dividendes du bien commun. Et ça, ce n'est possible que par la distribution égalitaire de la création monétaire utile. On donne l'argent aux vrais gens et non pas aux banques et autres parasites pour qu'elles spéculent ou rachètent leurs propres actions en bourse pour les faire grimper ou renflouent leur bilan artificiellement. Ça, c'est les 4 missions de l'État concernant son premier devoir de souveraineté relatif à l'économie. Ça, ce n'est pas nouveau. Saint Louis, déjà, il y a 800 ans, disait que le premier devoir d'un roi, c'est d'émettre de la monnaie en quantité nécessaire pour la bonne vie économique de ses sujets. Et c'est aussi ce que disait Maurice Allais, économiste français, qui se plaignait d'être un prix Nobel d'économie téléspectateur parce que jamais invité nulle part à donner son opinion à cause, bien sûr, d'un terrorisme intellectuel en bande organisée qu'on nous assène depuis 50 ans. Mais rassurez-vous, tout va bien. Il est clair qu'un élu, qu'un haut fonctionnaire doit être le serviteur de l'État et non le serviteur de la dette. Les crapules qui nous gouvernent depuis 50 ans, ce ne sont pas des serviteurs de l'État, loin s'en faut. Ils font tout pour le détruire. Ce sont de misérables et vulgaires serviteurs de la dette, point barre. Alors voyons maintenant comment ça s'est passé concrètement, cette transformation de serviteur de l'État à serviteur de la dette. Alors rentrons dans le vif de cette vidéo. D'abord en 1, sous l'impulsion des réformateurs ultralibéraux, l'État a détruit son circuit du trésor dans les années 60 et surtout dans les années 70, circuit qui lui permettait d'être abondé de liquidités pour gérer utilement la vie économique de la nation. Ces réformateurs apatrides ont ainsi autocontraint l'État à aller se faire demander du crédit auprès de la finance apatride comme monsieur et madame tout le monde. Or, l'État n'est pas un particulier que je sache. Et oui, les puissances de l'argent, qui ont été vassalisées de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusque dans les années 60, ont mal supporté, elles supportaient excessivement mal d'avoir été dominées, domestiquées par l'administration publique qui avait cantonné leur développement par les circuits donc du trésor, circuits de financement administrés, et ce qui avait été d'autant plus facile à l'époque que, outre la volonté étatique fondamentale, faut-il le rappeler, de domestiquer les banques privées, pendant en gros la période des 30 Glorieuses, les marchés obligataires étaient également
inconsistant et du coup, bien, le financement de l'État auprès des créanciers privés était anecdotique. Les puissances de l'argent se sont donc vengées. Donc, l'État doit se prostituer sur les marchés pour avoir du pognon au lieu de le créer lui-même gratos, au motif qu'il pourrait abuser de son pouvoir de création monétaire et créer l'inflation. Et ça, c'est un argument de connard de base. 2. Une fois acté le caractère nécessaire du financement sur les marchés, alors même que le prix du pétrole venait d'être quadruplé, les bons et loyaux serviteurs de la dette, nos politiciens et hauts fonctionnaires à quatre pattes, qui n'avaient pensé qu'au pétrole pour développer la société industrielle, alors qu'ils auraient pu opérer un tournant majeur en la développant, cette société industrielle, sur des sources d'énergie gratuites et illimitées, qui ont préféré au total ignorer les brevets et inventeurs de génie qui, bizarrement, se sont perdus. Ces politiciens n'ont pensé donc qu'à profiter de la situation pour aggraver le déficit public afin d'amorcer la dette et d'avoir de gros volumes. Ainsi, Giscard a mené une politique de grands emprunts après avoir niqué le circuit du Trésor avec Pompidou, et il a été copié par Mitterrand, qui a ensuite lancé la phase 2, la politique de rigueur, dès 1983, et donc ça n'a pas tardé, et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, et qui perdurera jusqu'à ce qu'on crève tous, et tous la bouche ouverte et masquée, si on ne fait rien. Ces racailles apatrides, sciemment de 74 à 93, jamais n'ont utilisé les avances à taux zéro de la Banque de France, alors qu'ils auraient pu le faire. Ils auraient dû le faire. Tout ça pour en arriver au final là où ils le voulaient, bien entendu. Augmenter les volumes de dette publique avec un petit calcul politique minable en arrière-plan, digne des politiciens à quatre pattes qu'ils sont, devant la finance apatride pour réduire in fine le coût d'émission de la dette grâce au volume, et après ça se congratule comme étant de bons gestionnaires. Cette stratégie des pouvoirs publics de diminuer le coût d'émission de la dette public les a poussés à élargir la clientèle en conséquence des obligations du Trésor. Donc 3, il leur fallait donc des grossistes de la distribution de la dette, et c'est là que les réformateurs apatrides ont mis en place les SVT. L'objectif explicite du Trésor au ministère des Finances, c'était le développement d'un marché de professionnels de la dette, rendu nécessaire par la dette qu'ils avaient réussi à faire gonfler de manière exponentielle, ces bons et loyaux gestionnaires. Alors ils ont continué à mener les actions utiles dans leur logique, on va les voir, et pour plus de détails, je vous renvoie à l'article de Benjamin Lemoyne, chercheur au CNRS, les dealers de la dette souveraine. Alors d'abord, les réformateurs ultralibéraux ont supprimé les agents de change qui avaient jusque-là le monopole public quant à la cotation des emprunts sur les marchés à terme. Et oui, dépourvus de bilan financier adéquat, face aux immenses volumes de dettes, les agents de change n'auraient jamais été en capacité d'assurer un véritable market making, comme on dit, de la dette publique. Et l'astuce du Trésor a consisté non pas à fermer les charges d'officiers ministériels, bien entendu, des agents de change qui existaient depuis Philippe le Bel, c'est-à-dire depuis 7 siècles, mais plutôt, comme toujours avec subtilité technique, à les transformer en sociétés au capital desquelles les banques ont fait leur entrée et racheté progressivement l'ensemble des charges. Car à partir de 1986, sous Mitterrand donc, est mis en place le système des SVT, les spécialistes en valeur du Trésor, un réseau de banques commerciales, d'abord nationales, chargé d'acheter et de distribuer à grande échelle la dette publique. Ce réseau de banques commerciales a obtenu le monopole de la distribution des emprunts d'État. Et l'administration, pour maximiser sa connerie, les cons, c'est comme ça que ça fait, a mis en concurrence les banques chargées d'acheter et de distribuer la dette grâce à la technique de l'adjudication, un dispositif de vente aux enchères pour l'émission et la souscription de titres, et en même temps, comme dirait l'autre, les réformateurs ultralibéraux avaient ouvert l'adjudication aux emprunts d'État à moyen et long terme, et là la route était grande ouverte. L'adjudication, bien, c'est devenu le mode d'émission principale et privilégiée de l'administration du Trésor, avec cette petite mention que seuls les établissements de crédit titulaires d'un compte en espèces à la Banque de France pouvaient participer en direct aux séances régulières de mise en vente des obligations du Trésor. Autrement dit, dans la seconde moitié des années 80, les particuliers ont été exclus de la souscription des titres de dette publique et ne pouvaient plus acheter ces titres que sur les marchés secondaires auprès des banques des SVT.
Ces banques de réseau, SVT, ont été chargées de tenir le marché, c'est-à-dire de participer aux adjudications de façon régulière, de contribuer à la réflexion de l'État, et puis d'animer le marché de l'occasion. Et oui, avec de gros volumes, des volumes faramineux, et beaucoup de clients, donc, qui vont acheter et revendre leurs obligations. Du coup, le marché secondaire est devenu capital, et les banques commerciales se prévalaient de pouvoir exporter la dette publique nationale à des investisseurs étrangers avec qui elles sont en contact direct, notamment les fonds internationaux américains et japonais. Et oui, le Trésor espérait toucher une clientèle plus large, distribuer la dette à une grande échelle au niveau international, susciter la demande, si vous voulez, par la liquidité et in fine garantir de cette manière le placement de ces titres en sécurisant ces tuyaux d'évacuation. Donc on a supprimé le monopole public, on a déréglementé et introduit le loup dans la bergerie en lui donnant le monopole sur le cul des poules. Et voilà, le tour est joué. Les banques sont donc devenues les porte-paroles désignés de la communauté des créanciers et des professionnels de la finance auprès de la puissance publique. Et je vous passe le pantouflage et les ponts entre public et privé, privé et public. Et à partir de 1991, les ultralibertarés prennent la décision de se servir de ce label SVT comme d'un appât pour que les grandes banques anglo-saxonnes viennent accroître et maximiser la place de Paris. Et curieusement, l'arrivée de nouveaux concurrents internationaux a affecté les banques commerciales nationales. Les banques françaises ont mal vécu cette arrivée des banques étrangères. Et oui, le métier de SVT était moins rentable. Seules les banques capables d'être au centre, finalement, et au total, des flux financiers, aptes à connaître les mouvements de marché et à murmurer aux oreilles des fonds de pension internationaux et autres hedge funds, eh bien, pouvaient réaliser, elles seules, des profits. Et en plus, le club des spécialistes en valeurs du trésor est un réseau fermé. C'est comme ça qu'ont conçu les brillants esprits de l'abandon de la patrie. Il y a un coût d'entrée à payer pour les banques, parce que les relations entre banques et trésor public ne se limitaient pas, bien sûr, aux seules séances d'adjudication. Le trésor fait une sélection stricte des SVT à l'entrée, les met en concurrence, afin de s'assurer d'avoir des banques grossistes pour pas cher, et leur donne un cahier des charges, un cahier des charges. L'État exige en effet, c'est risible mais bon, un représentant permanent de la banque qui soit basé à Paris et un bureau avec une équipe de traders dédié au marché de taux qui lui permettent de coter les emprunts d'État. Alors, en fait, le Trésor public français a fait un excellent boulot dans la connerie. Ils ont été excellents à tel point que les banques n'étaient plus trop motivées. Et oui, elles ne pouvaient plus avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le sourire complice du crémier, la crèmerie. Bref, il y avait un coût humain et technologique pour les banques. Alors, le Trésor a eu l'idée géniale de commander en sous-main une étude pour savoir comment remotiver les banques privées. Et qu'a montré cette étude? Eh ben, qu'il fallait leur garantir, évidemment, plus de pognon. Alors, faut avoir fait l'ENA pour comprendre ça, apparemment. Donc, nos braves toutous du Trésor, et je vous passe le pantouflage, les ponts publics-privés, privés-publics, en pagaille qui se sont générés, eh bien, ils ont décidé de mettre en valeur les meilleurs grossistes, les meilleurs dealers de la dette, en leur octroyant des syndications, autrement dit, le nonos donné aux banques pour les remotiver, c'était en fait un office ministériel que les banques privées aux intérêts différents de l'État pouvaient gagner comme un trophée. Quelle idée de génie! Les banques, juges et parties, disaient au Trésor « Ah, j'ai un client qui achèterait tant pour tant ». Et là, le gonze au Trésor devait les croire sur parole. Bref, en résumé, nos petits génies français sur le papier, génie aussi d'ailleurs, ont œuvré pour l'émergence d'un groupe de banques privées chargé de souscrire et distribuer les emprunts d'État, et puis de les revendre à des investisseurs privés. La stratégie des pouvoirs publics visait à constituer un réseau de grossistes chargé de diminuer le coût d'émission et d'assurer la qualité de la dette sur les marchés financiers internationaux. Voilà comment l'État s'est choisi un groupe de dealers. Je vous renvoie pour tout ça à l'excellent article de Benjamin Lemond
moines, les dealers de la dette souveraine. Je précise que ce réseau de banques a été consacré par les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, comme l'intermédiaire officiel entre l'administration centrale des finances et les investisseurs, dits aussi clients finaux, qui achètent la dette et prêtent à l'État de l'argent qu'il crée en le prêtant. C'est pas beau la vie. Ce club des banques spécialistes en valeurs du Trésor est ainsi devenu le porte-parole légal, mais non pas légitime, des besoins des marchés et des nécessaires, entre guillemets, réformes économiques et politiques auprès des gouvernants. Ils vendent la dette de l'État et en font la promotion. La création de ce réseau des SVT est donc un format importé, bien sûr, vous l'avez compris, des États-Unis où l'on parle de primary dealer. Les instruments mis en place par la France s'inspirent, quoi d'étonnant, du modèle américain, pour lequel ces petits toutous frétillants du trésor public et autres bassets de la politique confessent une fascination sans borne. Le système importé d'outre-Atlantique se décompose en 3 instruments, bills, notes et bonds, ce qui donnera en France les BFT, les BTAN et les OAT, qui correspondent à des maturités de dette différenciées et standardisées schématiquement court, moyen et long terme. Ce réseau de banques chargé en interconnexion avec les hauts fonctionnaires de l'agence France Trésor, créée en 2000 au ministère des Finances, d'assurer la distribution, la vente et la valorisation des emprunts de l'État, eh bien c'est qui? Vous voulez des noms? Eh bien les voici. Vous avez sur le site de l'AFT donc la présentation des SVT. La stratégie de conquête de la liquidité à grande échelle auprès des créanciers internationaux impliquait bien entendu d'introduire dans le club des banques étrangères. Alors je vous passe le détail, vous voyez, Goldman Sachs, ça c'est HSBC, JP Morgan, enfin bon. Faut-il commenter? Donc en résumé, après avoir interdit à l'État de se financer à taux zéro auprès de la Banque de France, et par la dématérialisation des titres, la création des gros volumes de dette et la généralisation de l'adjudication, conjuguée à la professionnalisation de la gestion de la dette, en giclant les agents de change et en donnant l'office ministériel aux banques et à la conquête, en suivant des marchés internationaux, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé pieds et poings liés, donc avec une foultitude de parasites apatrides qui gèrent nos finances et nous endettent en s'engraissant comme de gros cochons. Vous voyez les bons gros parasites sur votre dos en train de vous sucer jusqu'à la moelle, c'est exactement ça. Maintenant qu'on a vu ce qu'il faut pour bien faire, c'est-à-dire soutenir la production nationale, créer sa propre monnaie en quantité juste ce qu'il faut, et bien la distribuer, et qu'on a vu que les neuneux qui nous gouvernent depuis 50 ans nous ont fait tout le contraire, la prochaine fois, pour avoir que les crises de 2008 à 2020 sont des crises pour nous, mais pas pour eux. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Les gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Olé! 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 Non, c'est pas...